Sébastien Lecornu, donc, qui a présenté en Conseil des ministres ce matin son projet de budget, projet de loi de finances qui sera déposé aujourd'hui également devant le Parlement. Budget ou pas de tous les dangers, on en parle avec vous. Jean-Marc Vittori, bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos. Est-ce que déjà ce budget ressemble un petit peu quand même, en édulcoré diront certains, en plus light, au budget version Bayrou? Fatalement, parce qu'il a été élaboré de manière extrêmement rapide. Je vous rappelle que le gouvernement a été nommé dimanche, qu'on est aujourd'hui mardi, donc faire un budget nouveau en 48 heures, c'est évidemment totalement impossible. Donc clairement, la copie Lecornu est une copie Bayrou à peine amendée. Ouais. Sur les efforts globaux, j'ai envie de dire, on était sur 44 milliards d'euros avec François Bayrou. Là, on est manifestement sur une trentaine de milliards. Donc, moindre effort. Ça dépend comment vous comptez. Ah, c'est vrai? Ça dépend comment vous comptez, parce qu'apparemment, il y a plus 14 milliards en impôts et moins 30 milliards en dépenses par rapport à la tendance. Donc, on retrouve là le chiffre de 44 milliards, ironiquement. Ah, donc la trentaine de milliards d'efforts, oui. Ça dépend ce qu'on met dedans. Mais de toute façon, la situation est extrêmement compliquée. On a une pente de croissance des dépenses naturelle, si on ne fait rien, qui dépasse largement la pente des recettes. Donc, si vous voulez équilibrer, il faut déjà fatalement faire à peu près 20 milliards d'euros de mesures. Et si vous voulez baisser le déficit, il faut faire davantage. Donc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de solution miracle. Et il y a des mesures qui fâchent. Évidemment. Oui, sinon, ce qui est important, c'est qu'elle frappe tout le monde de manière équilibrée. Non, mais sur déjà le jet de l'impôt sur le revenu, c'est dedans, 1,9 milliard de recettes nouvelles, parce que c'est une hausse d'impôt. Bien sûr, évidemment. Donc voilà. Tous les Français dont le revenu a progressé cette année et qui sont soumis à l'impôt sur le revenu vont payer davantage d'impôts. Même si cette hausse de salaire n'a fait que suivre l'inflation. Ouais, sur les plus fortunés, qui sont ceux que le Parti socialiste souhaite voir mis à contribution, on parle de 6,5 milliards d'euros au global de mesures qui concernent les plus fortunés. Il y a quoi là-dedans ? Apparemment, il faut intégrer diverses choses. D'abord, il y a la reconduction de la mesure dite exceptionnelle sur les hauts revenus. La CDHE, voilà, il y a contribution différentielle sur les revenus. Donc ça, c'est prolongé d'1 an. Et puis, il y a aussi une mesure très attendue qui va être techniquement très compliquée sur de taxation des revenus versés dans les holdings. Holding patrimonial. Voilà. Expliquez-nous en 2 secondes pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Il est possible pour les gens très aisés de créer des holdings dans lesquels les revenus de leur capital, notamment, sont versés. Et dans ces holdings, on retrouve plein de choses. Ça a été utilisé par les avocats fiscalistes pour minimiser l'impôt. Et donc, on retrouve plein de choses qui peuvent logiquement se retrouver là, parce que c'est du capital qui va être réinvesti plus tard, etc. Mais parfois, on a aussi du capital qui n'est pas réinvesti. Il paraît même qu'on trouve parfois des yachts dans ces holdings familiales. Donc, qu'on fasse un peu le ménage là-dedans, moi, ça me paraît tout à fait sain. Mais en même temps, c'est extrêmement compliqué de faire la part entre ce qui relève du détournement fiscal, ce qui relève contournement. Du contournement, oui, du contournement, si on veut prendre le vocabulaire officiel, oui. le contournement, et ce qui relève d'une gestion normale et raisonnable en vue de réinvestir de l'argent. Et dans ces 6,5 milliards d'euros, encore une fois, de hausse de recettes fiscales ou de taxation sur les plus revenus, il y aurait donc ça, il y aurait la contribution donc sur les différentiels sur le revenu qui serait prolongée, il y aurait cette taxe sur les holdings patrimoniales. Il y a d'autres choses aussi j'ai pas oui, c'est en train de tomber. Oui, c'est en train de tomber, donc c'est un peu délicat. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin. Ouais. La présentation officielle est cet après-midi à 17h. Voilà. Du côté des entreprises, la surtaxe d'impôt sur les sociétés est donc prolongée d'1 an, mais de moitié, donc ça voilà. fait 4 milliards au lieu de 8. Mais il y a aussi d'autres mesures dont on va voir le détail, qui ne sont pas encore... Ouais. Du côté des économies, on parle d'une baisse forte des dépenses de l'État et de 3000 suppressions, 3319 suppressions de postes. Bravo, vous connaissez le chiffre par cœur. Non, sur la dépense, ce qui est terrible, c'est de voir la dynamique sur laquelle on est. L'an prochain, de toute façon, on paiera 8 milliards de plus d'intérêts sur la dette. Ouais. Voilà.
Quand on dit que ça n'a pas d'importance les histoires de dette, il y a 3 ans, on payait moins de 30 milliards d'euros d'intérêt sur la dette. L'an prochain, on va verser 75 milliards. Donc ça fait même 45 milliards de plus en 4 ans. Enfin, c'est une augmentation tout à fait conséquente. Donc 8 milliards sur la dette. Ça, on ne peut pas y couper. 7 milliards sur le militaire, on peut dire qu'on peut y couper. Dans le climat actuel, c'est même compliqué de dire qu'on va économiser sur le militaire. Plus 6 milliards aussi sur le versement à l'Union européenne. Ça aussi, c'est la dynamique classique. C'est fixé dans les traités. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et le RED veut qu'on rabote. De revenir là-dessus, évidemment. Mais raboter, ça veut dire quoi ensuite par rapport à l'Union européenne? Et puis les retraites, même si vous gelez les pensions, l'an prochain, il y aura plus de retraites, de retraités. Donc il y aura plus de retraites, il y a plus de pensions à verser. Donc rien que ça, on arrive pratiquement déjà à une trentaine de milliards. Donc pour faire que la dépense publique augmente de 30 milliards, puisque c'est ce qu'on nous annonce, ça veut dire que tout le reste est absolument gelé. Alors qu'il y a eu des hausses de prix, alors qu'il y a eu des hausses de... Voilà. Et donc, ça veut dire des mesures qui sont en fait tout à fait drastiques dont on ne voit pas bien comment elles vont pouvoir passer vu l'état actuel du Parlement. Pierre Moscovici et le Haut Conseil aux finances publiques s'est prononcé ce matin sur la copie. Elle est discutable, cette copie gouvernementale. Elle est très discutable. Le Haut Conseil insiste sur l'incertitude politique qui règne à l'Assemblée nationale. Alors, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est en substance, c'est exactement ce que ça veut dire. Et puis, souligne aussi que le budget est fondé sur une hypothèse de croissance qui paraît aujourd'hui optimiste, puisque... C'est 1%, non? Voilà, le budget suppose une hausse du PIB de 1%. Pourquoi c'est important? Parce que le PIB, c'est l'ensemble des richesses qu'on peut taxer. D'ailleurs, quand on a commencé à calculer les premières estimations de PIB il y a 3 siècles, c'était pour ça, c'était pour voir combien l'État peut taxer. Donc c'est vraiment une donnée de base quand on construit un budget. Et donc ça fait seulement 1%. 1%, ça veut dire qu'il y aura de production 35 milliards de plus de richesse, et donc à taxer, même si on taxe la moitié, ça fait 17 milliards, ça fait loin des dizaines de milliards que j'évoquais précédemment. Jean-Marc, avec cette copie, cette première mouture, en tout cas cette copie gouvernementale, est-ce que cette cible de déficit public annoncée en dessous de 5% reste accessible ou c'est hors d'atteinte? Alors, on a commencé à dire dans l'entourage de Sébastien Lecornu que ça ne serait pas les 4,7% qui avaient été annoncés initialement, mais qu'on serait plutôt autour de 5%. Quand vous regardez les prévisions de toutes les institutions financières privées, on est entre 5,4 et près de 6%. Donc cet objectif, moi, me paraît assez illusoire en l'état actuel des choses. À supposer que le Premier ministre ne soit pas censuré, dans la mesure où il s'est engagé, Sébastien Lecornu, à ne pas déclencher ou opter pour le 49.3, ça veut dire que sa copie budgétaire risque d'être largement remaniée par rapport à tout ce qu'on vient d'annoncer, tout ce qu'on va apprendre dans l'après-midi. Bien sûr, c'est aussi ce que dit en filigrane le Haut Conseil des finances publiques. C'est 149.3, il n'y a pas moyen de verrouiller. Et donc, pour faire passer le budget, il va falloir que les uns et les autres fassent des concessions. Et on risque d'avoir, à la dernière minute, des concessions qui paraîtront un peu aberrantes. On va attendre de voir ce que va annoncer le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, mais les socialistes attendent une suspension immédiate et intégrale. On ne sait pas si les mots seront prononcés, le wording sera très suivi, mais à supposer que ce soit le cas, comment les marchés réagiraient? Est-ce qu'ils réagiraient mal? Je crois que c'est Jean-Pierre Petit, la semaine dernière, l'économiste, qui me dit « Ouais, les marchés vont mal réagir si on annonce... » Alors, quand vous discutez avec les experts du sujet, suspension même intégrale de la réforme des retraites, ça peut vouloir dire derrière plein de petites choses, de petites modalités qui changent complètement la signification de la mesure. Et donc, ça n'est pas sûr que si le Premier ministre annonce cette mesure cet après-midi, ça provoque tout de suite une hémorragie sur les marchés financiers, parce que les investisseurs vont commencer par se dire qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et ça, on ne le saura pas tout de suite. Et il faudra avoir vraiment les modalités pour mesurer la portée de cette suspension. En gros, c'est geler tout jusqu'à l'élection présidentielle, sur l'âge légal de départ, sur son report d'un trimestre par année. Est-ce que vous gelez juste l'âge de report ou est-ce que vous gelez aussi l'augmentation de la durée de cotisation? Voilà, rien que ça, c'est une différence absolument énorme. Le PS veut les deux, j'imagine. Le PS est clairement engagé dans une démarche maximaliste. Ces derniers jours, on le voit, même les gens qui étaient plutôt modérés sont en train de se réduire
dire, et c'est tout à fait frappant chez Boris Vallaud notamment, donc le patron du groupe parlementaire. Et donc on voit bien que le PS est tenté par une position maximaliste, mais aussi parce qu'il pense à la suite. Le PS, dans moins de 6 mois, on a des élections municipales où il va falloir que le PS trouve des alliés s'il veut garder un certain nombre de grandes villes. Et donc on voit clairement que le PS songe à la suite, évidemment, dans cette démarche budgétaire. Jean-Marc, il y a un shutdown qui se poursuit aux États-Unis. Est-ce qu'en France, si d'aventure, parce que c'est un scénario qui reste totalement crédible, qu'il n'y ait pas de budget d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe en France? Alors en France, on a toute une série de dispositifs qui prévoient de gérer ça. Le plus classique, je dirais le plus probable, vu que je doute du fait que ce budget puisse passer. Pour vous, au final? Oui, moi je pense qu'il ne passera pas. Je pense qu'on aura un moment ou un autre. Alors, la question, c'est de savoir quand, mais il y a plusieurs, évidemment, fenêtres budgétaires. Dans la procédure budgétaire, il y a plusieurs moments que les partis qui ne font pas partie de ce qui s'appelle encore, ou pourrait s'appeler le socle commun, saisiront pour déposer une motion de censure qui sera votée sur un point symbolique. Et donc, dans ce cas-là, il y a une loi spéciale qui est généralement votée par les députés. C'est ce qu'on a fait post-chute. C'est ce qu'on a fait l'an dernier. C'est ce qu'on a fait l'an dernier, avec un calendrier qui n'était pas très différent, si vous voyez le positionnement dans l'année. Voilà, donc c'est pas optimal. Et donc le scénario le plus probable dans ce cas-là, c'est une loi spéciale. Et même s'il n'y a pas de loi spéciale, dans la Constitution, il y a des dispositifs qui permettent d'assurer un minimum de continuité. Et le scénario du shutdown en France n'existe pas dans le système constitutionnel et budgétaire, contrairement aux États-Unis. Ça veut dire que si on n'avait pas de budget, à quel niveau se situerait le déficit? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un déficit, d'après les experts, de 5,5 à 6, mais c'est sans budget ou c'est avec des mesures, entre guillemets, au rabais? C'est avec un budget au rabais, ces estimations autour de 5,5% de déficit pour rapporter au PIB. Et donc, si on a cette loi spéciale, on a des mesures qui vont dans les deux sens, parce qu'on a des dépenses aussi qui n'augmentent pas, et puis on a d'un côté des dépenses qui n'augmentent pas puisqu'il n'y a pas eu de vote, et puis il y a aussi le barème de l'impôt sur le revenu, par exemple. Il est voté chaque année par l'Assemblée nationale. Donc s'il n'est pas voté, on aura le gel pour tout le monde assuré. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui font dans le cadre d'une loi spéciale, qui reproduit en fait ce qui s'est passé l'année précédente. Il y a des choses qui font, il y a des dépenses qui augmentent inexorablement, mais il y a aussi des recettes qui augmentent un peu plus que ce qui est prévu quand on vote un budget. Le résultat final, ça sera de toute façon une dégradation budgétaire in fine, mais pas aussi grande que ce qu'on pourrait imaginer a priori. Donc tout ce qu'on a commenté jusqu'à présent, le gel des pensions de retraite, la taxe sur les holdings patrimoniales, la contribution différentielle sur les revenus qui se poursuit, enfin tout ce qu'on a évoqué. Ça suppose que ça soit voté par le Parlement, un Parlement qui est complètement divisé, où moi, une des choses qui me frappe, c'est qu'on est divisé au sein de chacun des groupes parlementaires. Alors, pas tellement au RN, pas tellement chez LFI, mais partout ailleurs, et notamment sur les deux ailes, qui sont d'un côté LR et de l'autre le PS. Il y a des désaccords permanents sur ce qu'il faut faire, sur la ligne à adopter, sur les mesures à prendre, et qui fait que je crois vraiment que la procédure budgétaire des prochaines semaines est totalement imprévisible. Après, on en parlera juste après avec le constitutionnaliste Benjamin Morel, mais il y a la possibilité de passer le budget par ordonnance. C'est ce que redoute Marine Le Pen. Il y a la loi spéciale, il y a aussi les ordonnances. Non, quand vous regardez la Constitution de la Ve République, mais ça, Benjamin Morel en parlera infiniment mieux que moi, il y a toute une série de dispositifs. Ce domaine-là a été bien prévu, et ça n'est pas totalement un hasard, parce que quand on est passé de la 4e à la 5e République, l'une des raisons pour lesquelles on a eu ce changement de régime, c'était évidemment l'enlisement dans la guerre d'Algérie, mais derrière, il y avait aussi des finances qui commençaient à être tendues, et donc les constituants de 1958 avaient tout à fait en tête qu'il fallait vraiment que ça soit verrouillé sur ce plan-là. Allez, merci beaucoup. Explication très claire signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci, au revoir.